Mesdames et messieurs, bonjour. C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver sur Twi TV et en simultané sur WattFM pour votre émission Le Tribunal de l'actualité. C'est le plus grand rendez-vous de l'information d'ici et d'ailleurs. Et je suis Serge Kaboré, celui-là même qui préside ce tribunal en ce jour 5 juillet 2022. Et pour la présente convocation, je suis accompagné par les juges au siège à qui nous disons bonjour. Bonjour, Président Kaboré. Bonjour, juge Ouedraogo. Bonjour, Madame, Monsieur. Président, bonjour. Mesdames et messieurs, bonjour. Juge Bougma, bonjour. Bonjour. Pour la deuxième convocation de la semaine, nous recevons à la barre du tribunal de l'actualité Maître Herman Yamyogo. Il est le président de l'Union nationale pour la démocratie et le développement UNDD. Et avec lui, il sera question de la lecture de son parti sur la situation nationale. Maître Herman, bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur le Président. Voici planter le décor et c'est parti pour les avant-propos. Qu'est-ce qui retient votre attention pour la présente convocation? Merci, Président. Moi, je voudrais ce matin faire une mention spéciale à la population de Seba. Seba est une localité située dans la région du Sahel, dont Yaga est le chef-lieu. C'est une ville qui est en ce moment pratiquement coupée du reste du Burkina. Déjà, c'est une ville qui était à part et dont les populations avaient le sentiment de ne pas appartenir totalement au Burkina, tant il semblait être oublié sur un certain nombre de plans. Et aujourd'hui, le terrorisme faisant, cette ville est pratiquement coupée et les populations sont en détresse. Malheureusement, leur cri ne semble pas être très entendu par les autorités. Et je voudrais donc me faire le porte-voix de cette localité aujourd'hui, dont il me semble n'ont pratiquement plus de vivres, selon ce que certaines populations nous ont expliqué. Il n'y a pratiquement plus d'eau potable. Et malheureusement, les réseaux aussi de téléphonie ne fonctionnent pratiquement pas, du fait justement de l'insécurité. Et aujourd'hui, il y a le risque que cette ville soit totalement coupée. Et je voudrais donc interpeller les autorités une fois de plus. Je sais qu'ils sont au courant et qu'ils font des efforts pour mailler l'ensemble du territoire. Mais c'est un cri de cœur qui provient des populations de cette zone-là. Et il faut faire quelque chose avant que le pire n'arrive. Merci, Président. Alors, juge Bougma, qu'est-ce qui retient votre attention ce matin? Alors, ce qui retient notre attention, c'est en politique. Vous savez, au niveau du CDP, la guerre continue. L'aile Achille a tenu sa conférence de presse. Celle d'Edi Komboero a tenu son BPN. Et également prend aussi l'engagement aussi de pouvoir sanctionner Achille Tapsoba conformément à un certain nombre de choses. Donc, j'ai dit la bataille judiciaire entre les deux entités, elle est inévitable. Quand vous écoutez chacune des parties, finalement, vous ne savez pas qui a raison, qui n'a pas raison, parce que les mêmes évoquent les mêmes textes pour justifier tel ou tel autre comportement. Donc, j'ai dit, on s'achemine certainement vers cette bagarre judiciaire qui pourra peut-être départager les deux entités. On a vu l'affaire Soumane Touré, Philippe Ouedraogo, PAI, qui avait défrayé la chronique et qui avait tiré le Burkina en haleine sur le plan politique pendant de longues années. Est-ce qu'au CDP, la bagarre sera de longue durée ou bien à un moment donné, il y a un qui va lâcher du lest comme Gbagbo et ses Zouaï et Abidjan, qui a préféré créer un autre parti et puis laisser Afi avec l'enveloppe, comme il a dit, pour éviter des crises politiques à répétition, donc une bagarre interne à répétition qui va contribuer à fragiliser davantage le parti. Est-ce qu'on va arriver à là? On ne sait pas, mais en tout cas, c'est une bagarre judiciaire qui s'annonce et qui ne va pas peut-être finir de sitôt. Tout dépendrait également de ce que le président d'honneur et fondateur, à qui chaque parti dit vouer un culte, pourra trancher
en dernier ressort. C'est vrai que déjà le Congrès divise, alors que selon la lettre qui est venue, c'est sa décision. L'EDI conteste déjà cela. Donc tout ça, il y a aussi la place d'un président fondateur qui est aussi ancien président du Burkina. Donc qui peut-être avec le recul pourra viser aussi, compte tenu aussi de cette charge qui va avec la fonction d'ancien président. Est-ce qu'il pourra se mettre au-dessus de la mêlée du bon monsieur ancien président? Débrouillez-vous comme vous pouvez, avec aussi le souci d'avoir pas pu léguer une machine sans problème qui va entacher également son leadership. Donc c'est sûr que dans un coin de la tête, le président Blaise Compaoré également pense à ces éventualités-là. Mon deuxième avant-propos, c'est toujours en politique. Le président Kaboré, selon le communiqué qui a été signé par le ministre porte-parole du gouvernement, a recouvré la liberté totale. Ses proches disent également avoir constaté cet état de fait par rapport à un certain nombre de choses. En même temps, le débat de la légalité de sa démission a commencé à se poser. Entre c'était légal, ce n'était pas légal, rester mobilisé, rester concentré. Donc c'est un débat également qui s'invite dans cette situation-là. Alors, comment est-ce que ça va être tranché et quelle va être l'attitude de lui-même, Roch Kaboré, en tant que désormais ancien président, ou bien il n'entend pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un débat, je dis bien, qu'il ne faut pas occulter, en faire un sujet, il faut l'élaguer et passer à autre chose. Et comme nous sommes en démocratie, toutes les expressions sont recevables, mais n'oublions pas également que nous sommes aussi dans une situation de transition à fort défi sécuritaire. Est-ce que la sagesse va pouvoir habiter cette classe politique pour trancher avec, je dis bien, suffisamment de recul et de sagesse? On attendra de voir ce que ça va donner. Maître Herman Yamugo est notre convoqué à la barre du tribunal de l'actualité ce matin. Question de généralité déjà. Comment appréciez-vous la gestion du pays par les actuelles autorités de la transition? Je trouve qu'ils font ce qu'ils peuvent. En l'espace de 5 à 6 mois, je note personnellement qu'en dépit des difficultés qu'on peut constater, il y a une volonté de marquer le coup, une volonté de s'attaquer à la question du terrorisme avec organisation. Il ne suffit pas de déclarer qu'on a la guerre, mais il faut aussi s'organiser, se donner les moyens d'être efficace sur le terrain. Et c'est ça que personnellement, moi j'encourage. Et j'encourage également cette nouvelle disposition qui consiste à trouver des mécanismes pour mieux associer la population, parce que c'est une forme de guerre atypique, une forme de guerre qui ne peut pas se mener selon les formes traditionnelles. Il faut trouver un circuit pour associer la population. Et je crois, à travers les réformes qui sont entreprises, qu'ils sont sur la bonne voie. Donc je crois qu'il faut les encourager et travailler par contre à beaucoup de mobilisation, beaucoup de prise de conscience patriotique pour aider à une véritable mobilisation populaire. D'accord. En lieu et place des 3 années qui étaient initialement voulues, la communauté des chefs d'État d'Afrique de l'Ouest a décidé d'accorder 2 années à la transition burkinabé pour rendre le pouvoir aux civils. Qu'est-ce que vous en pensez? Là, vous évoquez un grave problème, un problème de fond, un problème même qui, de mon point de vue, met en cause la CEDEAO. Parce qu'en tant qu'Africain, cette situation m'insupporte absolument. Regardez le cas de l'Union européenne. L'Ukraine est là, n'est même pas membre de l'Union européenne, mais regardez ce qu'ils font pour l'Ukraine. Un pays qui tape à la porte, il y a une mobilisation extraordinaire, politique, économique, financière pour aider ce pays. Moi, j'aurais aimé aussi qu'au niveau de la CEDEAO, on ait un regard sur cet aspect des choses. Il y a des milliards actuellement qui sont dépensés au niveau des institutions financières, même jusqu'à la Banque mondiale, même jusqu'au FMI, pour aider l'Ukraine, pour aider les populations, pour aider les déplacés, et même pour aider ceux qui arment militairement l'Ukraine. Mais chez nous, qu'est-ce qu'il y a? Au lieu de se penser sur cet aspect des choses, on se cristallise sur tout ce qui intéresse les critiques, tout ce qui intéresse les élections, tout ce qui intéresse les sanctions mal ciblées qui s'adressent surtout au peuple. Donc, c'est la première critique que je fais. La première critique parce que la CEDEAO ne s'est jamais émue de ce que des pays soient mal gouvernés. Lorsqu'il y a des 3e mandats,
lorsqu'il y a vraiment des atteintes à la Constitution, ce n'est pas son problème. Mais ce sont autant de coups d'État à la Constitution que l'on voit perpétrer à chaque fois. Mais dès qu'il y a un renversement de régime à la tête duquel il y a un président ami, paf, on les voit apparaître et des sanctions à la clé. Moi, je trouve que au niveau de la transition, je n'ai même pas sûr que les délais qui avaient été arrêtés puissent aider à régler nos problèmes. Le terrorisme, la guerre elle-même, comment est-ce qu'on peut décider à ce stade où nous sommes englués dans la guerre que dans 24 mois, dans 36 mois, on aura réglé la question de la guerre? Et comment, dans le principe, aller à une guerre quand le territoire est occupé? Il y a déjà ce problème qui se pose. En plus, il y a la refondation. Ça, c'est une œuvre monumentale que d'aller à la refondation dans un pays. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'aspects à considérer dans ce cadre-là. Comment est-ce qu'on peut, dans 24 mois, réaliser tout cela? Et nous ne parlons pas même des questions de la démocratie, de la gouvernance, parce que si nous sommes aussi arrivés à cette situation, moi, personnellement, je trouve que c'est dû aussi à une mauvaise gouvernance. Si on doit voir la question de la gouvernance, il y a beaucoup de réformes structurelles et infrastructurelles à faire, et ça prend du temps. Donc je trouve que la CEDEAO méconnaît les réalités des peuples. Je serais tenté même de dire qu'elle est quelque part insultante pour les peuples. Laissez-nous, prenez en considération nos souffrances, les gens qui meurent. Aidez-nous à régler ces problèmes. À défaut de le faire, de continuer à vous taire comme vous l'avez fait par rapport à la Libye, l'assassinat de Kadhafi, le fait que c'est à partir de la Libye que tout ça s'est venu. Vous ne cherchez même pas ces responsabilités, vous ne cherchez même pas à savoir pourquoi il y a le terrorisme, vous ne cherchez même pas comment faire pour nous aider à faire face à cette situation. Non, au moins, laissez-nous, en fonction de nos réalités, régler nos problèmes. Vous surpassez nos constitutions, vous surpassez nos lois, vous surpassez la volonté populaire, parce que c'est la volonté populaire, c'est au cours des assises qu'on a décidé que c'était 36 mois, et vous décrétez que c'est 24 mois. Il faut au minimum permettre qu'on passe par les mêmes circuits pour pouvoir voir si éventuellement on peut diminuer. Et qu'est-ce qui prouve que s'il y avait des assises aujourd'hui, on ne donnerait pas plus encore? Le comité qui avait premièrement été mis en place avait proposé 2 années. Oui, mais au terme des travaux, les assises ont bien dit 36, ça a été intégré dans la charte. Et la charte est pratiquement partie intégrante de la Constitution. Donc on ne peut pas faire une telle réforme sans passer par la LT. Donc je veux dire qu'il ne faut pas prendre les choses à la légère. Donc c'est mon point de vue, un peu passionné, mais qui correspond peut-être à la réalité que beaucoup de Burkinabés ressentent actuellement et que beaucoup d'Africains ressentent également. Monsieur le juge, le convoqué est à vous. Alors effectivement, bon, je vais m'engouffrer dans la brèche, vous faites pas le président, avant de revenir sur une autre question de généralité. Oui, effectivement, 36 mois, la CEDEAO n'est pas d'accord. Vous insurgez contre cela, mais bon, le Burkina aussi a souscrit un certain nombre d'engagements vis-à-vis de la CEDEAO, ce qui a même entraîné sa suspension au lendemain du coup d'État. Alors, est-ce que la CEDEAO n'est pas dans son rôle? La CEDEAO ne peut pas minimiser les intérêts d'un peuple. On ne peut jamais mettre l'intérêt du peuple en marge lorsqu'on est en marge à côté de la CEDEAO. La CEDEAO est là pour s'occuper des communautés, des peuples, le peuple burkinabé. La majorité a dit « nous voulons ça », c'est ça qui doit prévaloir. Nous sommes dans un processus d'intégration, mais il n'y a pas eu encore de transfert de souveraineté à la CEDEAO. Nous ne sommes pas dans un pouvoir où la CEDEAO a des prérogatives supranationales pour pouvoir décider à la place du peuple, à la place des autorités. Ça, jamais de la vie. Et si aujourd'hui, vous voyez que partout, les gens aussi ont tendance à approuver la position des Maliens et des Guinéens, c'est parce qu'il y a un sursaut d'orgueil, un sursaut d'affirmer l'indépendance, la souveraineté du pays. Et la CEDEAO ferait mieux de prendre en conscience, en considération cet aspect des choses, qui fait partie des réformes qui doivent être mises en œuvre au sein de cette structure. Donc pour moi, il y a des limites. Il y a des limites dans la gouvernance, parce qu'il y a des cas où la CEDEAO aurait pu faire respecter le droit. Regardez, quand il y a eu ici des mesures restrictives qui ont empêché certains candidats, certaines personnes d'être candidats, de se présenter aux élections, il y a eu une juridiction qui a statué là-dessus. Qu'est-ce que la CEDEAO a fait? Qu'est-ce que les chefs d'État ont fait pour donner application à cette décision d'une justice, d'un organe juridictionnel? Mais rien. Donc, mais là, par contre, nous sommes en guerre.
Nous sommes en guerre. Il y a des gens qui meurent au quotidien. Il y a le pays qui se délabre. Donnez-nous les moyens, à défaut d'aider nos populations, donnez-nous le temps de régler nos problèmes. D'accord. Alors, deuxième question de généralité. Le 17 mars 2021, quand vous êtes passé au niveau du tribunal de l'actualité ici, en tout temps, vous aviez dit que vous vous réjouissez de ce que la main tendue du président Blaise Compaoré, au président Roch Kaboré, n'était plus ballante. C'est-à-dire qu'elle a été saisie, même si vous n'en avez pas dit plus. La question, c'est, à un moment donné, les choses ont piétiné. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Alors que tout semblait être prêt pour le retour de Blaise Compaoré dans les délais qui avaient été donnés par le président lui-même après l'élection. Vous me posez une question de fond. C'est la première fois que je vais y répondre. C'est la première fois. Sans avoir consulté qui que ce soit, je me sens en devoir de répondre. La seule fois que j'ai vu le président Compaoré, la seule fois que j'ai eu un contact physique avec lui, c'était par rapport à la réconciliation. Je suis allé le voir pour lui dire qu'il fallait, dans la situation que nous vivions, tout mettre en œuvre pour être un acteur de la réconciliation. Et que l'histoire lui en saurait gré. Et que ça lui permettrait même d'avoir un deuxième mandat sans difficulté. Et que ce serait le signe de ralliement de tous les Burkinabés derrière lui, s'il réussissait cette réconciliation. J'ai argumenté, je lui ai dit, il faut libérer les militaires qui sont détenus. Ces militaires-là, j'ai vécu avec eux pendant une année, il y a des jeunes qui sont compétents, qui ont la formation. Dehors, ils sont aguerris, ils peuvent aider le pays. Et le fait même que ceux qui sont au front entendent qu'ils sont libérés pour venir les aider, ça peut booster les efforts combattants. Donc, j'ai dit, vraiment, il faut tout faire pour les libérer. Maintenant, les exilés, ils ont leurs relations, ils ont leurs contacts. S'ils viennent aussi, ils peuvent nous donner des idées, nous donner des initiatives pour alléger la souffrance du peuple. Il m'a dit, oui, bon, ça c'est vrai et tout cela, bon, mais il faut être sûr aussi des gens, parce qu'on ne peut pas aider quelqu'un lorsqu'il y a le couteau dans le dos et tout cela. Bon, il y a des conditions, il faut que ces gens-là soient décidés à s'occuper du pays, à être patriotes. Il y a des conditions que je comprends très bien. Et moi, je me suis dit, en tout cas, moi, je peux travailler dans ce sens-là pour rassurer que ce ne sont pas des gens, une fois dehors, qui vont nuire au régime. Ce sont des gens même qui vont apporter leur contribution à la stabilité, à la paix. Donc, il dit, bon, qu'on va se revoir, en tout cas, on va travailler dans ce sens et tout ça. Il m'a encouragé. Je suis sorti, j'ai pris des contacts indirects avec ceux qui sont à la Maka, les Indiérés et tout cela. Et puis, j'ai fait un déplacement sur la Côte d'Ivoire pour expliquer le contact et dire vraiment, il faut que le président se mette en disposition de rentrer. Il faut rentrer, bon, non pas pour être président, mais entrer chez lui pour apporter sa contribution. Parce que si le peuple sait qu'il est là, le peuple aussi peut avoir de l'espérance et tous ensemble on peut travailler. Donc j'ai réussi à le convaincre. Il m'a dit, ah, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est sûr? Et j'ai dit, non, il faut tout faire. Donc un papier a été fait. Il a fait le papier pour donner son accord, pour rentrer au pays et pour rencontrer le président. Et puis ensemble, ils décident de ce qu'il faut faire. Il a sorti le champagne, on a bu le champagne, on a pris des photos et tout cela. Mais quand je suis revenu avec ça, impossible de voir le président. J'ai tapé à toutes les portes, impossible. J'ai vu bien, impossible. Je suis resté avec ce document que j'ai toujours avec moi aujourd'hui. Mais moi, quand je passais ici, j'étais content, j'étais heureux parce que je me suis dit, il y a une main qui a été tendue. Et on l'a vu sur le plateau. Voilà, j'étais heureux. Et puis, je ne pouvais pas tout dire en ce moment-là parce que c'était aller loin. Pour moi, c'était gagné, c'était gagné. Voilà, bon. J'ai dit des choses, peut-être, en politique, il y a des secrets d'État et tout. Bon, j'ai voulu m'exprimer pour qu'on sache dans quel cadre j'ai eu à dire cela. Voilà. Mais voilà, aujourd'hui, quand même, les choses s'éclaircissent et aussi en la faveur du président. Nous avons appris également qu'il y avait un domaine qui avait été aménagé, et la route qui conduit a même été goudronnée et tout, mais finalement, c'est la famille Compaoré qui a demandé de patienter. Est-ce que vous avez eu vent de cette information aussi? J'ai eu vent, mais les détails, je ne peux pas affirmer. Mais c'est venir dans quelles conditions? C'est venir en tant qu'inculpé? C'est venir en tant que détenu pour comparaître devant une juridiction? Il y a tout ça aussi à prendre en considération. S'il y avait ça dans son esprit, c'est sûr que lui, ne se sentant pas coupable de quoi que ce soit, il refuserait de venir dans ces conditions. Mais si c'était venir en homme libre et tout cela,
il n'y aurait pas eu de problème, je crois. Mais je précise que je n'ai pas le détail de l'information que vous avancez. D'accord, merci. Juge Ouedraogo. Merci. Monsieur le Président, à l'entame, vous avez indiqué que les autorités actuelles ont la volonté manifeste de travailler au retour de la sécurité et qu'il y a une volonté d'associer les populations à cette lutte-là. Comment cela se manifeste concrètement? Il y a plusieurs exemples on peut donner. Il y a d'abord la prise de conscience qu'on ne va pas à la guerre. On ne va pas à la guerre dans la division. Les exemples historiques sont là nombreux qui nous montrent que quand un pays est en guerre, le minimum, le réflexe premier, c'est d'appeler tout le monde et de dire, vous voyez, ça ne va pas, mettons-nous ensemble pour combattre l'ennemi. C'est ça l'union sacrée. On a constaté ça partout. Le premier réflexe que moi je vois, c'est la prise de conscience de la nécessité de cette union sacrée qui conduit à la réconciliation. Parce que la réconciliation, c'est le levain de cette union sacrée. Donc c'est la première des mesures. Ensuite, on ne déclare pas une guerre totale, comme moi-même je l'aurais voulu, comme moi-même j'ai demandé, parce que je trouve qu'il y a une léthargie quand on voit le gouvernement, quand on voit beaucoup de choses, on ne sait pas que le Burkina Faso est en guerre. Et moi j'aurais aimé que quand on met les pieds à Ouagadougou, qu'on sente vraiment par beaucoup de choses que nous sommes en guerre. Mais on ne le fait pas, sans une préparation stratégique. Et actuellement, les mesures qui ont été prises là, au niveau de l'armée, ça montre. Le peu qu'on nous a dit là, il y en a beaucoup plus. Ça montre que nous sommes engagés dans une véritable stratégie. Et le fait qu'il y ait des zones d'intérêt militaire, de sécurité militaire, des zones d'exclusion, en quelque sorte, ça permettra de faire un travail de fond, un travail à travers lequel, sans emprunter les méthodes terroristes, on pourra avec vigueur engager le combat. Il y a aussi la transformation des VDP. La brigade qui a été mise en place. Cette brigade-là aura une base beaucoup plus large, parce qu'il ne faut pas se cacher aussi qu'avec les VDP, il y a eu quelques exactions, il y a eu quelques bavures, plus que même des bavures. Et ça résultait aussi du fait que la base était surtout limitée à peut-être une ethnie majoritaire. Mais si maintenant on ouvre ça à beaucoup plus de composantes et tout cela, et cela beaucoup plus national, et si on l'intègre à l'armée, encore plus de force. Ensuite, il y a certaines motos dont on connaît la nocivité. On les laissait libres de transporter les gens, on voyait les gens en binôme circuler partout, en masse, alors faire leurs dégâts, liberté repartir. C'est ça, c'est réduit. Ça nous aide. Donc, ce sont des mesures qui sont prises et qui présagent, dans les délais qu'ils ont donnés de 14 jours ou 15 jours, je ne sais plus, qui présagent qu'il y a une action qui va venir. C'est pour cela que je dis, en tout cas, ça se prépare, ça s'organise. Et il y aura une vive réaction. Et par voie détournée et tout cela, moi aussi j'ai pu avoir des garanties personnelles là-dessus, qu'en tout cas on sera étonné dans les semaines qui viennent par rapport à cette critique qu'on fait sur la passivité du pouvoir par rapport à la réaction contre les terroristes. Parce que je le dis, parce que selon certains sondages, près de 90% des Burkinabés ne croient plus justement à la volonté manifeste des autorités militaires de mener cette lutte-là. Et donc ça semble contraster avec ce que vous dites. Est-ce qu'il n'y a pas un hiatus entre justement ce que prêchent les autorités militaires et la réalité sur le terrain? Monsieur le juge, je vais demander peut-être de nuancer un peu. 90%, c'est beaucoup. Je concède qu'au départ, c'est un sondage publié par nos confrères de Le Faso.net. Oui, je sais, j'ai suivi ça. J'ai dit, mais c'est sûr qu'au début, il y a eu un enthousiasme quasi unanime avec leur avènement. Mais comme les gens sont pressés d'avoir des résultats, on a pu constater quand même quelques déceptions. Mais actuellement, la chose est en train de revenir. Regardez par exemple la réaction du peuple des Burkinabés par rapport à l'accueil. Moi j'appelle ça l'accueil historique tripartite par rapport à cela. Ça fait oublier beaucoup de choses parce que les Burkinabés ont vu qu'il y avait une lancée vers la réconciliation. Ça fait remonter la côte. Regardez même le changement de stratégie, de la défensive à l'offensive. On a vu aussi qu'il y a eu quelques résultats. Donc ça veut dire que ça se comprend.
qu'il y ait des déceptions par rapport à ce qu'on considère comme lenteur, ça se comprend. Mais une guerre aussi, ça se prépare. On n'y va pas à l'aveuglette. Et on sent maintenant, quand on va au fond des choses, on sent, si dans 2 semaines, 3 semaines, si dans un mois, on se rend compte que rien n'est fait, malgré les décisions qui ont été prises, on pourra peut-être être encore plus critique dans ce qu'on fait. D'accord. Ouais. Alors je voudrais revenir sur la question justement du président Blaise Compaoré, dont il est question du retour. On sait que le président Compaoré a été condamné à perpétuité dans l'affaire Thomas Sankara. Et on sait également d'autre part qu'il a entre-temps pris la nationalité ivoirienne, ce qui explique qu'on indique qu'on ne peut pas l'extrader du côté du Burkina. Comment on résout la question de la justice sans donner le sentiment aux populations qu'il y a une sorte d'impunité qui se fait autour du président et régler en même temps cette question de réconciliation nationale? Vous savez que la justice a été ainsi faite que il y a des moments où il faut l'adoucir dans ses principes. C'est pour cela qu'il y a la prescription, c'est pour ça qu'il y a la grâce, c'est pour ça qu'il y a l'amnistie. Quand on applique avec trop de rigueur un principe de droit, ça peut se retourner contre le droit, contre la paix, contre la stabilité. C'est pourquoi il y a la prescription, il y a la grâce, il y a l'amnistie. Au jour d'aujourd'hui, certains sondages aussi ont montré que près de 52 à 55% de gens veulent le retour de Blaise Compaoré sans condamnation et tout cela. Donc, au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de Burkinabés qui mettent la paix au-dessus de toute considération. Il y a beaucoup de Burkinabés qui sont là des querelles partisanes, qui sont là des haines, qui sont là des volontés de vengeance et qui veulent que les Burkinabés se donnent la main pour faire face à la question essentielle qui est celle de la sécurité. Donc, ça fait qu'au jour d'aujourd'hui, on ne voit plus avec répulsion la question de la grâce ou de l'amnistie. Donc ça se justifie pleinement. Et nous ne serons pas le seul pays à emprunter cette voie. En Côte d'Ivoire, dans beaucoup de pays africains, en Europe, après la Seconde Guerre mondiale, partout les gens appliquent la grâce et l'amnistie quand on se rend compte que c'est nécessaire pour la sécurité, pour la paix intérieure. Donc pour moi, le président Compaoré peut venir s'il y a une grâce présidentielle. Une grâce présidentielle qui doit être quand même étendue pas à lui seul. Il y a d'autres, par exemple ceux qui sont détenus. Il y a aussi, vous voyez les radiés. Vous voyez les radiés, ils sont très nombreux. Tous ces gens qui ont une formation militaire, qui sont compétents, et qu'on laisse dans l'errance comme ça, dans l'aigreur, et que certains utilisent même pour de mauvaises choses, pour aller contre la sécurité. On pourrait les récupérer en les mettant au service de la patrie. Donc, il y a tout ça. Tous ces gens peuvent être des bénéficiaires de cette grâce-là pour nous permettre de mieux organiser la lutte contre le terrorisme. Donc, par la grâce et ensuite par des mesures d'amnistie qui va rentrer dans le détail des effets juridiques de cette grâce-là. Voilà, donc, moi, c'est ma conviction. Alors, pour la réconciliation d'ailleurs, vous dites que les priorités de la transition sont la réconciliation, la refondation et la restauration. Alors que les autorités elles-mêmes affirment que la priorité, c'est la restauration, comment on appelle ça, la refondation, et bon voilà. Donc, voilà, et justement. Donc, la priorité à leur niveau, ce n'est pas la réconciliation. Est-ce qu'il n'y a pas contradiction? Je vais d'abord dire que je m'en suis tenu à un discours, un des premiers discours, où l'ordre a été décliné, réconciliation, refondation, restauration. Et d'abord ça. Ensuite, pour moi personnellement, la logique veut qu'on commence par la réconciliation pour arriver à la restauration. Comment voulez-vous restaurer un territoire, un État dans ces territoires? Comment voulez-vous restaurer des valeurs morales si un pays est divisé, si un pays n'est pas réconcilié? Monsieur le juge, c'est ça c'est ma logique, c'est-à-dire qu'avant même de faire ça, avant même de penser à reconquérir le territoire, avant même de penser à aller à la guerre, la logique, l'intelligence stratégique voudrait qu'on se mette en état d'unité pour y aller. Voilà pourquoi j'ai mis la réconciliation avant. Et il y a autre chose qui vient, la refondation. Il faut revoir aussi la refondation.
pour ne pas que demain, là, on retombe dans les mêmes travers. Donc, quand tout ça sera balayé, ça va aider d'autant plus à faire la restauration. Ça, c'est mon point de vue personnel. Mais si on peut faire la restauration tout de suite, si on peut recouvrir les territoires et tout cela avant, pour moi, il n'y a pas de problème. C'est autant de gagner. Monsieur le Président, vous dites que nous sommes en guerre. Est-ce que pendant que nous sommes en guerre et que l'ennemi est en train d'avancer, au lieu de les contre-attaquer, nous sommes là à parlementer sur des questions de réconciliation qui pourraient être importantes. Mais est-ce que, vous-même, vous l'avez dit dans une de vos interviews, la réconciliation est un long processus. Et ce n'est pas des individus qui accordent la réconciliation, c'est un mouvement d'ensemble. C'est le peuple dans son entièreté qui décide de faire la réconciliation. Est-ce que la guerre ne prime pas justement sur cette réconciliation? Aujourd'hui, est-ce qu'on peut s'asseoir pour parlementer, pour discuter des conditions de réconciliation alors que l'ennemi est en train d'avancer? Voilà. Je vais vous dire une chose, tout net, monsieur le juge. Aller à une guerre divisée, c'est la perdre. Aller à une guerre sans être unis, c'est la perdre. Ça, tous les stratèges vous le diront. Maintenant, la réconciliation, c'est un long parcours, parce qu'il ne faut pas réduire la réconciliation aux seules dissensions entre politiques. Ces dissensions entre politiques, c'est quelques dissensions qu'on voit actuellement qui freinent l'action. On peut régler ça rapidement, mais il y a des réconciliations qui peuvent prendre beaucoup plus de temps. Il y a des réconciliations actuellement qui doit avoir lieu au niveau de l'armée. Là, on n'en parle pas parce que la vie de l'armée aussi a ses secrets et tout cela. Mais cette réconciliation, si elle n'a pas lieu dans l'armée, elle peut compromettre même la réconciliation dans les autres cas. Il faut une réconciliation dans l'armée parce que depuis 1966 jusqu'à nos jours, l'armée aussi a ses faits. Il faut voir. Il y a ça. Et puis, il y a la réconciliation aussi entre les communautés. Il faut aussi voir ça parce que la guerre a apporté beaucoup plus de division entre nous. Parce que pour ceux de ma génération, à l'indépendance, il y a des choses qu'on ne connaissait pas. Entre Peul, Bissa, Gouroussi, tout ça, on n'avait jamais vu de différence. Et j'ai été toujours fier de voir qu'avant même qu'on aille à l'indépendance, il y avait une nation voltaïque. Parce que les gens qui ont lutté pour la reconstitution de la Haute-Volta, il y avait des Peul, il y avait des Gouroussi, il y avait des Gouroumati, il y avait tout ça. Donc nous, par rapport aux autres États, il y avait déjà une conscience nationale. Donc, maintenant, on voit que ça s'effrite. Donc, je me dis que ça aussi, il y a une réconciliation à faire qui comporte aussi des structures, des décisions à prendre. Ça aussi, c'est au long cours. Ça prend un peu de temps. Donc, c'est pour cela que j'ai dit, c'est un long parcours. Mais il y a au moins des priorités dans la réconciliation. C'est faire venir tous ceux qui peuvent aider à donner du courage à l'armée, à combattre les terroristes. Et je pense que la libération des militaires, des Djendjéré et tout cela, ça peut y aider. La reprise des radios, ça peut y aider. Le retour de Blaise Compaoré, ça peut y aider. Donc ça, au moins, ça peut permettre d'avoir une bonne stratégie. Ça, c'est urgent. Mais ici, le mode opératoire, c'est comment Zéphirin Diabré, qui était le ministre de la Réconciliation, avait proposé des assises qui étaient d'ailleurs programmées, et donc naturellement stoppées par le coup d'État. Alors, comment est-ce qu'on règle tout ça? Le mode opératoire. Monsieur le juge, je suis bien content de cette question aussi, parce que sous Roch même, on est passé à un cheveu de la réconciliation. On est passé à un cheveu. Les gens ne le soulignent pas assez, mais il y a eu un moment où il y avait ce que j'appelle un consensus universel par rapport à ça. On a fait un travail de pression partout, les gens ont travaillé, tous ceux qui étaient pour la réconciliation. On a réussi même à amener le gouvernement, le pouvoir, à inscrire ça dans son ordre du jour, à travailler pour la réconciliation. Il y a eu des rencontres, vous vous en souvenez? Donc ça a amené même les coutumiers et les religieux à se rencontrer, c'était début 2020, faire une déclaration historique pour dire qu'ils sont pour la réconciliation. Donc le schéma était là. Et la réconciliation devait se faire immédiatement avant d'aller même aux assises. Tout était réglé. Tout était OK. C'est seulement le coronavirus qui est venu et que certains ont utilisé peut-être comme prétexte pour balayer cela. Donc la procédure a été prête. Bon. Mais maintenant, je me dis que en suivant ce que le président Damiba est en train de faire, là, on peut y arriver. Il fait une rencontre avec les chefs d'État qui, entre eux, ont des problèmes avec lui-même. Il se donne un exemple au peuple. Si nous, on peut s'asseoir et discuter, si nous, on peut se réconcilier, pourquoi pas vous? Il continue
ça peut déboucher sur une grâce qui permette à Blaise de venir aussi, de s'associer à des rencontres du genre, parce que le peuple a besoin de cela. L'éducation vient de là, son habitude à des exemples de réconciliation. Pourquoi il sera en retrait? Non? Ça peut se faire avec les libérations au niveau de la Maca et tout cela. Et ensuite, maintenant, l'amnistie. J'ai eu à me prononcer là-dessus, en me disant, voilà, par étapes. L'urgent, la mesure urgente, c'est la grâce présidentielle. Après la grâce présidentielle, c'est l'amnistie. Maintenant, il y a un processus qui est là, qui a été annoncé par le pouvoir, la refondation. Bon, on ne sait pas encore comment ça va se passer. Peut-être qu'à l'intérieur de cette refondation, il y aura des assises qui seront mises en place, il y aura peut-être des consultations qui seront mises en place, ça je ne sais pas encore. Vous proposez pour cette refondation? Oui, moi je propose effectivement qu'il y ait un contact avec les Burkinabés, qu'il y ait une volonté d'écoute, beaucoup d'écoute, et que surtout on aboutisse à des grands changements. Honnêtement, s'il n'y a pas de changements dans les structures, dans les hommes, si c'est la même chose qu'on doit voir après sa transition, là c'est zéro, on retombera sur les mêmes problèmes. Donc il faut y aller avec la volonté, la détermination de corriger les erreurs du passé et de prendre des garde-fous. Et même sous le point particulier de cette démocratie électoraliste-là, il faut prendre soin à ce que la démocratie électoraliste ne serve pas de porte ouverte à des gens qui vont venir prendre le pouvoir facilement pour continuer à faire ce qu'ils ont toujours fait. C'est une question de fond. Il y a aussi la question sociale, la question de l'emploi et tout ça. Il y a la question de la diplomatie, la question de la coopération militaire et tout ça. Ce sont des questions de fond qu'il faudra aborder au cours de la refondation. Et c'est délicat, parce que si aujourd'hui certains, par exemple, disent à Damiba, il faut lâcher la France, il faut faire ça, il faut faire ci, il faut faire... Chacun de nous a ses convictions à ce sujet. J'ai les miennes, qui sont ancrées depuis des années, qu'il faut l'indépendance sur ce plan-là. Je ne souffre pas de voir une armée étrangère implantée dans mon pays. Et ce qui se passe actuellement me révolte, parce que l'indépendance, c'est pas ce qu'on a vu. Mais il y a des réalités aussi qu'il faut prendre en considération. Quand tu as ta main dans la gueule du lion, tu la retires avec intelligence, avec souplesse. Des pays comme la Centrafrique, des pays comme le Mali, ils ne se sont pas levés du jour au lendemain pour dire on casse tout. Non, il y a des moments où ils disaient non, on ne change pas, on est toujours avec nos amis d'avant, mais il y a des techniques, il y a des stratégies. Et j'ai beaucoup aimé lorsque Damiba a dit, nous en tout cas, on met l'accent, la priorité qu'on doit mettre, c'est sur nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui devons défendre notre pays. C'est nous-mêmes qui devons lutter pour notre pays. Après, on verra les choix à opérer et à en assumer les conséquences. Parce que quand on décidera de lâcher quelqu'un, un partenaire, il faut qu'on soit prêt à en assumer les conséquences. Il existe de ces personnes-là qui ont accepté de faire face à la justice, qui sont rentrées d'eux-mêmes et qui aujourd'hui contribuent à l'édification de la pierre au plan national. Il y a l'exemple de l'ancien Premier ministre Luc Adolphe Thiaw. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut souvent faire face à la justice également pour le processus de réconciliation? Moi, je trouve que quand on marche aussi sur les principes, sur le droit, moi, ça ne sert pas. Pour moi, le tribunal militaire fait partie des instances qu'il faut refonder. C'est une juridiction qui ne dit pas le droit. Comment est-ce qu'on peut dire à une telle juridiction de dire le droit quand on sait qu'elle est construite contre le droit? Donc, pour moi, il y a des cas où le jugement n'a pas d'intérêt. Le cas de Blaise Compaoré, il a été amnistié. Il y a une décision, une amnistie constitutionnelle. Mais la rédaction des termes ayant laissé passer peut-être quelques travers, on a exploité ça pour lui enlever ce privilège de l'amnistie. Mais nous, on était là à l'époque, la journée du pardon et tout cela là. Bon, je ne vais pas tirer la couverture sur moi, mais en tant qu'opposant aussi, j'y ai travaillé. Il dit, il faut le pardon. J'ai tourné, j'ai vu des gens pour dire de pardonner. Et j'ai dit, même le pardon, cette amnistie-là, elle met de côté les intérêts civils. On peut toujours demander réparation, mais c'est au plan pénal qu'il y a le pardon. On a lutté autour de cela et on dit, ça concerne aussi tout le passé. Il faut pardonner tous ceux qui se sont succédés au pouvoir. Donc, le contexte historique même devait nous amener à comprendre que l'amnistie qui a été constitutionnalisée concernait Blaise Compaoré. C'est pour ça que ça a été pris. Et si vous vous rappelez, à l'époque, les gens étaient contre, critiqués. Pourquoi? Parce qu'il voilà, il s'est amnistié lui-même, donc il n'est plus concerné. Et, tout ça. Et maintenant, on veut dire non, ça ne le concerne pas. Et pour pouvoir le juger.
Je trouve qu'il y a des cas où, pour moi, c'est pas logique. Oui, effectivement, la journée de réconciliation nationale, d'ailleurs, avait accouché d'un jour férié, le 30 mars, si je ne me trompe pas. Mais dès que Blaise Compaoré a quitté le pouvoir, on l'a pratiquement oublié. Donc, au départ, il y en a qui étaient de bonne foi, mais à un moment donné, qui ont freiné parce qu'ils se disent que tout n'a pas été... C'est comme s'il y avait un arrangement, voilà, autour de cette réconciliation nationale. Un arrangement, et puis bon, voilà, bref, ça n'a pas... Il y en a qui ont refusé. Il y a des familles de victimes qui ont refusé officiellement de s'engager, mais la suite, on la connaît. Elle n'avait pas été très bien ficelée. Tirant leçon de cet échec-là, comment est-ce qu'on peut parfaire la machine cette fois-ci? Oui, vous avez raison, hein, parce que dans la mise en œuvre, il y a eu beaucoup d'erreurs. Parce qu'une fois que l'essentiel était garanti, accepté et tout cela, dans la mise en œuvre, ça pêchait. Ça, c'est juste. Même nous-mêmes qui avions lutté pour cela, on a pris du retrait par la suite. Mais il faut corriger ça. Il faut corriger cela en faisant la distinction entre les faits politiques qui donnent lieu à grâce et amnistie et les faits de droit commun. Parce que pour les faits de droit commun, il ne faut pas s'amuser à faire des amnisties générales. Ça, ce serait aller contre le civisme, c'est aller contre les droits de l'État. Quelqu'un qui est convaincu de prévarication, qui est convaincu de détournement de deniers publics et tout cela, de vol des biens, on ne peut pas l'amnistier comme cela. C'est un mauvais exemple. Donc, il faut faire la différence entre les deux. Ça, c'est déjà essentiel. Maintenant, quand on va aller à la grâce et puis les mesures d'amnistie, c'est bien expliqué aux victimes. Vous ne pouvez pas empêcher la grâce. Vous ne pouvez pas empêcher la prescription. Vous ne pouvez pas empêcher l'amnistie parce que ce sont des principes qui sont établis. Et le président aussi a ses compétences, l'Assemblée a ses compétences, on ne peut pas interdire cela. Mais l'amnistie ne peut pas nuire à vos intérêts. Si vous n'êtes pas d'accord avec cela, vous pouvez toujours aller saisir le juge civil sur les dommages-intérêts. Il faut bien préciser les choses. Donc si c'est bien clarifié, il y aura mieux de compréhension, une meilleure compréhension. D'accord. Voilà. Alors, il y a également ce calendrier électoral qui a été proposé par les autorités de transition qui ouvre la perspective d'une élection pour février 2025. Déjà, l'ancienne majorité crie à des mesures de distanciation, à des mesures où ils ne sont pas impliqués. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'il y a eu des cas. On a connu ces cas de coup d'État où ces mesures ont été décidées même sans associer l'opposition. On a connu des cas où, après un coup d'État, on a suspendu les partis politiques, on ne les entendait pas, et on a décidé de tout cela, et après les partis se sont reconstitués. Donc, pour moi, je me dis que, bien que moi, je ne m'attarde pas à ce côté-là, la transition, même si la transition décide, fixe des dates et tout cela, pour moi je ne m'attache pas trop à ce côté. Mais je me dis qu'ils peuvent demander, mais ne pas exiger d'être partie prenante. Ils peuvent poser des conditionnalités, mais ils ne peuvent pas fixer ça comme préalable aux questions liées à la sécurité et à la réconciliation. Moi, aujourd'hui même, je suis autant choqué que sur les questions qui intéressent la CEDEAO. Comme monsieur le juge a dit tout à l'heure, quand on voit que l'opinion est saisie de querelles interpartisanes, quand on voit que l'opinion est saisie simplement de questions électorales, quand on voit que l'opinion est saisie de questions purement personnelles, politiques et tout cela, et qu'on s'échine, on se tape là-dessus, au lieu de laisser ces ardeurs-là de côté pour se pencher sur l'ardeur patriotique, moi, je trouve que ce n'est pas le moment pour nous, Burkinabés. Nous sommes dans un contexte de notre histoire là, où les jeunes doivent réellement, s'ils veulent qu'il y ait vraiment une transition générationnelle vraie qui porte pour le futur, ils veulent changer. Ils doivent changer. On doit laisser toutes ces pratiques-là et se mobiliser pour le pays. Voilà. Il y a également eu cette question de salaire des ministres de la transition qui a été évoquée. Plus d'un ont été indignés. Qu'est-ce que vous en pensez également? Je crois que ça a été une maladresse. Parce que dans le contexte que nous vivons, il faut être regardant sur beaucoup de choses. On ne peut pas aborder, même si, en fait, ils se sont basés sur des textes pour prendre ces mesures-là. Au contraire, je trouve qu'ils auraient dû, en considération des textes existants, même diminuer un peu, prendre d'autres dispositions. Parce que je crois
je ne peux pas l'affirmer. Je crois que c'est ce qui a été fait pour les députés. On ne peut pas faire ça pour les députés et omettre pour les ministres. Je le dis, sous réserve. Donc pour moi, c'est une chose, une erreur, mais qui peut se corriger. Comment ? Peut se corriger, à travers peut-être des réformes à venir, des réaménagements ministériels à venir et tout cela. On peut en profiter pour faire cela, parce qu'il y a aussi le fait qu'il y a une critique qui est là. On ne sent pas suffisamment le gouvernement. On ne sent pas, je m'en suis exprimé en tout cas bien d'occasions, quand on rentre au Burkina Faso, on ne sent pas ça. Chaque ministre quand on les voit s'exprimer, on devrait sentir qu'il y a des combattants. Même les missions à l'extérieur des sorties, c'était pour avoir de quoi aider le pays. Ils doivent être actifs, mais on ne sent pas cela. Donc je pense que dans le profil, dans le prolongement des actions fortes qui seront engagées, mises en œuvre, on ne peut pas couper, de mon point de vue, à ces réajustements à venir. D'accord. Alors, sur la question de la réconciliation, vous avez évoqué les cas de réparation. Justement, vous avez reconnu en 2000, il y a eu ces erreurs sur le plan des réparations, parce qu'il y en a qui ont vu réconciliation égale à prendre argent et puis se taire, et qui ont refusé de faire partie, alors que la réparation est un élément fondamental. Pour certains, ce n'est même pas de l'argent, c'est que quelqu'un accepte qu'il a fait du tort à quelqu'un. Donc, il y a ces questions-là. Alors, comment est-ce qu'on réussit la réparation dans ces conditions ? C'est vrai, peut-être c'est l'occasion aussi de corriger peut-être une mauvaise perception des propos du président tenus à Bobo, où on a cru qu'il disait qu'il était contre les réparations, des choses comme ça. Il disait que c'était aux victimes de parlement. Voilà, les gens ont mal interprété ça. En fait, ça n'a jamais été le cas. Il est pour le principe de réparation, parce qu'on sait qu'en droit, il y a responsabilité civile, responsabilité pénale. Si on dit qu'il n'y a plus de réparation en droit, ça va être la révolution. Tout le monde va se faire justice soi-même et tout cela. Donc pour moi, ça en tout cas c'est un principe vraiment intangible. Mais peut-être dans son esprit, il voulait dire qu'on ne peut pas tout le temps s'enferrer dans les jugements des affaires. On ne peut pas tout le temps s'enferrer. Il y a toujours un moment où il faut dire, laissons ça. Une erreur est une erreur. Allons au pardon, allons à la réconciliation. C'est ça qui est capital. Voilà. Maintenant, on répare. Pour ceux qui veulent, ils peuvent participer à un fonds qui sera mis en place. Comme Blaise l'a fait à l'époque, il peut constituer une structure qui va se charger des réparations. On peut aussi mettre en place un mécanisme pour qu'il y ait des règlements à l'amiable avec l'agent judiciaire de l'État. On peut aussi bien expliquer à ceux qui ne sont pas d'accord même avec le principe de la grâce et de l'amnistie, on peut bien leur expliquer que ça ne touche pas à vos intérêts civils. Il y a la grâce, il y a l'amnistie, mais vous pouvez toujours aller devant le juge civil pour demander réparation. Mais il faut qu'il y ait une action, une information autour de ça pour bien expliquer aux gens. Parce qu'à l'époque même, ça n'avait pas été fait. Et nous, on le regrettait parce qu'il y avait des réunions où on disait qu'il aurait fallu qu'il y ait des rencontres préalables et que le gouvernement explique le processus et que les gens sachent qu'ils ont cette procédure, la possibilité d'aller saisir toujours le juge, mais sur le plan civil. Alors, à la fin du procès Thomas Sankara, l'attitude du général Diendéré a choqué beaucoup de personnes. Donc, vous parlez de réparation, de pardon, mais il y a l'attitude aussi des gens en face. Est-ce que ça aussi c'est facile à faciliter un certain nombre de choses? C'est comme si le général avait pratiquement nargué ceux qui y étaient. Et j'ai dit ça a choqué des gens qui s'en sont pris également à lui par son comportement, alors que ces personnes aussi étaient dans une posture de dire bon, effectivement, faisons profil bas, réconcilions-nous. Mais ça a choqué également ces personnes de bonne foi qui disent mais bon, s'il fait comme ça, est-ce que réellement il va faciliter les choses? Vous, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que quand on connaît l'homme, on ne peut pas croire que c'est quelqu'un qui peut faire obstruction à la réconciliation et au pardon. Je parle de son attitude, vous, quand... Oui, c'est pour venir à cela. L'attitude peut avoir d'autres explications. Quand tu es jugé sur des faits que tu ne reconnais pas, quand tout un tribunal t'accuse de quelque chose que tu ne reconnais pas, tu n'as pas vécu, Dieu seul sait dans quel état. Mais tu demandes pardon, tu vas présenter tes regrets avant? Non, mais si tu ne l'as pas fait, on t'accuse de quelque chose que tu n'as pas fait. Moi, j'ai refusé de demander pardon devant le tribunal. Je n'ai pas été dans le coup d'état de Diendéré. Je n'ai pas été informé. J'ai applaudi, j'ai dit oui, parce que je voulais le changement. Quand j'ai appris qu'il y avait... Mais quelqu'un qui n'a pas comploté, quelqu'un qui n'a pas manipulé, je ne peux pas accepter ça. Mais lui, il a fait. Il a d'abord demandé pardon devant la cour. D'accord, c'est tant mieux pour lui. Mais après, par rapport à la juridiction, on peut comprendre qu'il ait peut-être une attitude un peu excessive
on peut comprendre qu'en faisant ça, ce n'est pas adressé aux gens, mais c'est peut-être adressé au tribunal. Donc, moi, je ne peux pas ne pas mettre en exergue la personnalité de l'homme. C'est quelqu'un même, quand on ne le connaît pas, on croit qu'il est trop bonasse et tout cela. Ce n'est pas quelqu'un qui a de la rancœur, qui a de la haine dans le cœur. Donc, ça peut choquer certaines personnes, mais que ces personnes-là n'aillent pas jusqu'à en déduire qu'ils ne méritent pas la grâce, qu'ils ne méritent pas la réconciliation. Parce que là aussi, c'est méconnaître au président d'avoir ses prérogatives. De même que la justice, on ne peut pas empêcher la justice de juger des faits, on ne peut pas empêcher le président aussi de prendre des mesures de réconciliation, de grâce. Monsieur le Président, quand on vous écoute par rapport à la question de la réconciliation, on a l'impression que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde que ce qu'avait prévu le Collège des sages dans son rapport. Il parle de vérité, de justice et de réconciliation. Mais quand on vous écoute, on a l'impression que c'est l'inverse qu'il faut faire. Il faut la réconciliation avant de voir les autres étapes. Est-ce que je me trompe? Non, monsieur le juge, moi-même j'ai écrit sur ça. Vérité, justice, réconciliation. J'ai même fait dire à Roch, puisque Roch parle de vérité, justice et réconciliation, je suis d'accord. Mais la justice en question là, que ce ne soit pas la justice classique, que ce soit une justice transitionnelle, qui fasse apparaître des gens, mais dans l'optique d'aboutir à un pardon. Si celui qui comparaît devant le juge traditionnel, transitionnel, sait qu'il y aura le pardon, ça peut l'inciter à dire davantage, à parler. Donc j'étais d'accord pour cela. Mais ce n'est pas ce qui a été fait. On dit vérité, justice, réconciliation, mais on confie la justice à des juridictions qui ne sont pas de droit. Et c'est peut-être pour ça que les autres ne se sont pas présentés devant le tribunal. C'est ça, ils n'ont pas de garantie. Ils n'ont pas de garantie que la justice sera dite correctement. Qu'ils savent que la décision est prise d'avance. Ils savent ce qui va se passer. Voilà. D'accord, 10 secondes. 10 secondes, oui, effectivement, je vais aller en commentaire, pas en question, je n'ai plus de questions. En commentaire, c'est de dire que effectivement, Maître Elman Amewa, sa lecture de cette réconciliation nationale, le Burkina Faso aussi ne saurait faire l'économie de cette réconciliation nationale. Là où les Burkinabés sont divisés, c'est comment on y va. Vérité, justice et réconciliation, justice transitionnelle, chacun y va effectivement de son commentaire. Mais la précision aussi, c'est que la justice transitionnelle ne signifie pas que le processus de jugement est également exclu. Voilà, je pense qu'il y a cette précision-là aussi qui est là. Mais sur ces questions de réconciliation, les positions sont suffisamment tranchées. Et ce qu'il faut travailler à faire, c'est de rapprocher davantage les positions, rassurer par rapport à un certain nombre de choses, et puis pouvoir avancer. Les frictions sont telles que on ne peut pas ne pas se parler. Maintenant, comment est-ce qu'on se parle? Diabré avait proposé des assises. Peut-être que la transition va proposer autre chose, on ne sait pas. Mais à la vérité, les Burkinabés ne peuvent pas faire l'économie de pouvoir se parler. Les Burkinabés ne peuvent pas faire l'économie de pouvoir se parler et c'est ici que nous mettons un point final à la deuxième convocation de la semaine. Je rappelle que nous recevons Maître Herman Yamuego de l'Union nationale pour la démocratie et le développement UNDD. Avec lui, il a été question de la lecture de son parti sur la situation nationale. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci. Merci aux différents juges pour les angles de regard et d'analyse. Merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés à la télé comme à la radio. Ici, au tribunal de l'actualité, la rigueur d'une justice équitable s'applique sur tous les sujets enrôlés. Restez fidèles au programme des médias leaders True TV et Watt FM. Au revoir.